Alors, nous allons voir ensemble une conduite à tenir devant une constipation. Alors, pourquoi se TD? En fait, la constipation est un motif très fréquent en consultation de médecine générale, en consultation en gastroentérologie. Si on ne connaît pas bien la question, eh bien, on risque de se perdre dans des explorations complémentaires complètement inutiles pour le patient. Il faut garder en tête que le patient, s'il vient chez vous, c'est qu'il est en attente de résultats. Alors, pour la définition, il faut savoir que dans la littérature, il n'y a pas de définition unique de la constipation. Elle peut varier selon le mécanisme, le caractère idiopathique ou secondaire, la chronicité. On dit qu'une constipation est chronique quand elle dépasse les 6 mois. La sévérité et le retentissement sur la qualité de vie. Je ne vais pas détailler ce paramètre par rapport à la qualité de vie, mais sachez qu'il existe de nombreux scores qu'on utilise pour apprécier la qualité de vie chez des patients constipés. Alors, la définition la plus retenue, c'est celle admise par Rome 4. Rome 4, il faut savoir que depuis 1989, il y a un comité d'experts international qui s'est réuni à 4 reprises depuis 1989. Donc, ils ont établi des recommandations dont l'objectif était de définir une classification claire basée sur les symptômes des différentes pathologies fonctionnelles. Alors, pour la constipation, c'est des nombres de selles inférieurs à 3 fois par semaine spontanée et avec une association de 2 ou plus des symptômes suivants, selles dures ou fragmentées, effort de poussée, sensation d'évacuation incomplète, effort de poussée, ou alors la nécessité de manœuvres digitales pour aider à l'exonération. Il faut savoir que certains patients utilisent même des petits objets, tels que des petits bâtonnets par exemple, qu'ils introduisent carrément au niveau de l'anus pour essayer de faire sortir les matières fécales. Et donc, ces symptômes, ils ont une durée de 3 mois et ils sont apparus lors des 6 derniers mois. C'est à partir de là qu'on retient une constipation. Pour mieux comprendre les choses, je vais vous faire un petit rappel sur la physiologie. Là, sur le petit schéma anatomique que je vous ai repris, vous voyez bien l'ampoule rectale qui est ici, l'anus avec ses 2 muscles qui sont constitués par le sphincter interne et le sphincter externe. C'est à partir de ces muscles que l'anus va se fermer et va s'ouvrir. Et c'est grâce à ces muscles qu'on a une pression qui est très élevée à ce niveau-là par rapport au rectum. Donc, en dehors de la défécation, bien entendu, il y a une diminution, la pression au niveau du rectum est moindre par rapport à celle de l'anus. C'est ce qui fait qu'on ne perd pas de matière ou de gaz quand on est en dehors de la défécation. Il faut savoir que le rectum avec l'anus constitue un angle qu'on appelle l'angle anorectal. Cet angle est fermé grâce à un muscle qui est le muscle pubo-rectal, donc en dehors de la défécation, bien entendu. Lors de la défécation, qu'est-ce qu'il va y arriver? Il va y arriver une propulsion du contenu colique, donc plus haut, par les mouvements péristaltiques coliques. Il va y avoir une propulsion du contenu colique au niveau du rectum. À ce moment-là, il y a une augmentation de la pression intrarectale avec stimulation des récepteurs de tension. Donc, ils vont envoyer un message au niveau du cerveau et à ce moment-là, on va ressentir le besoin d'aller à la selle. À ce moment-là, il y a une ouverture de l'angle anorectal, il y a diminution de la pression au niveau anal et alignement du rectum sur l'anus. Cet alignement va permettre l'évacuation de la selle. Voilà. Pour la physiopathologie,
l'American Gastroenterological Association a distingué 3 entités de constipation. La constipation fonctionnelle, c'est de loin la plus fréquente. Lors des explorations, on ne retrouve aucune anomalie. Par contre, la constipation du transit, il y a un allongement du temps du transit qu'on peut apprécier par le temps du transit. C'est un examen que je détaillerai plus tard dans la présentation. Quant à la constipation terminale ou la dyssynergie, c'est une constipation en fait due à une mauvaise coordination entre le muscle abdominal et le muscle du plancher pelvien lors de l'évacuation. Je reviens sur la planche précédente. Là, je vous explique. En fait, quand il y a l'alignement du rectum sur l'anus et quand on commence à serrer, à contracter notre abdomen pour pousser, et bien, ce qui va se passer lors de l'anisme ou la constipation terminale, il va y avoir fermeture au lieu de l'ouverture. Le sphincter les sphincters anaux vont continuer à se contracter. Il va y avoir une fermeture de l'anus et donc ils vont empêcher l'évacuation de la selle. C'est ce qu'on appelle l'anisme ou la dyskésie. Il faut savoir qu'en pratique, ces 3 entités sont très intriquées. Il est très difficile de faire la part des choses et de les distinguer sur le plan pratique. Chez un même patient, on peut retrouver plusieurs mécanismes physiopathologiques. On peut distinguer aussi la constipation par son caractère, soit qu'elle soit une constipation idiopathique ou une constipation secondaire. Une constipation idiopathique, c'est de loin la plus fréquente. On ne retrouve aucune pathologie sous-jacente expliquant la constipation. Une constipation secondaire, elle peut être secondaire soit à une pathologie sous-jacente, c'est-à-dire quelle est la conséquence de cette pathologie, ou encore une constipation iatrogène suite à une prise médicamenteuse. Je vous ai pris 2 listes non exhaustives des constipations chroniques secondaires. Je vais citer les anomalies métaboliques, notamment les diabétiques en long cours, les hypothyroïdies, les hypocalcémies, ça c'est les plus fréquents. Pour les maladies du système nerveux également, j'ai des patients en général qui sont alités. C'est des patients qui rapportent souvent la notion de constipation chronique qui est le plus souvent difficile à traiter. Je citerai par exemple la maladie de Parkinson, les tumeurs médulaires, les accidents cérébrovasculaires, par exemple. Pour les obstructions mécaniques, c'est-à-dire sur le plan digestif, c'est essentiellement les cancers colorectaux, les compressions extrinsèques sur le côlon, les sténoses digestives, quelle que soit leur origine. Alors, un mot pour les pathologies hémorroïdaires, les pathologies proctologiques plus spécifiquement. Je vous citerai la fissure anale et la pathologie hémorroïdaire. Les gens ont tendance à croire que la fissure anale et les pathologies hémorroïdaires est à l'origine de la constipation. En réalité, c'est faux. C'est des conséquences de la constipation. C'est en fait chez des patients qui sont hyperalgiques par rapport à leur fissure anale ou par rapport à leur hémorroïde. Ils s'abstiennent d'aller à la selle, en fait. Donc, ils font exprès, ils se retiennent, en quelque sorte. Et le fait de se retenir va majorer cette constipation. En fait, c'est un cercle vicieux. Mais à la base, c'est la constipation qui est à l'origine de ces pathologies. Une autre pathologie proctologique, c'est la rectocèle. C'est des patients, en général, c'est des patients quand même qui sont âgés. Le plus souvent, ça arrive chez des femmes, après plusieurs accouchements. C'est la procidence du rectum en dehors de l'anus au moment de la défécation. L'intussusception, elle, c'est une invagination du rectum sur lui-même lors de la défécation. Ça va créer une sorte de boudin et ça va créer un obstacle qui va empêcher l'évacuation de la selle. Voilà. Là encore, une liste non exhaustive de tous des traitements pouvant être à l'origine d'une constipation.
notamment les analgésiques, les anticholinergiques, les antihypertenseurs, les antidiarrhéiques bien évidemment, les antihistaminiques, les antispasmodiques, mais la liste est beaucoup plus longue que ça. Donc, il faut faire attention aux prises médicamenteuses. Alors, comment reconnaître la constipation? Devant un cas facile, il faudra préciser le symptôme et délai d'apparition de cette constipation. Il peut être plus difficile devant les fausses diarrhées des constipés. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont des constipations chroniques et au moment où ils arrivent à évacuer, il y a une débâcle diarrhéique qui vient faire suite, qui suit cette selle dure. C'est ce qu'on appelle la fausse diarrhée des constipés. Alors, l'évaluation de la constipation, elle se fait essentiellement par l'interrogatoire et l'examen clinique. Il faut préciser la plainte principale de votre patient. Pourquoi il est venu, pourquoi il est à la recherche de pourquoi il se présente à vous. Donc, c'est très, très important de préciser la plainte principale dès le départ. Sa sévérité, son impact sur la qualité de vie, et puis il faudra revoir avec le patient son mode de vie et ses habitudes effecatoires. On peut s'aider pour cela par un calendrier d'essai. On va demander au patient de noter le nombre de ses selles, le nombre de fuites s'ils existent, les besoins urgents et le nombre de garnitures utilisées si l'on utilise. Donc, il se fera sur un délai de 15 jours. Ça nous donnera une bonne orientation clinique sur ce que vit votre patient et sur sa plainte principale. Je vous parle aussi de l'échelle de Bristol. Elle est très importante en clinique. Donc, c'est une échelle. On va juste montrer la photo suivante à votre patient et on va lui demander quelle est la forme de sa selle. Il faut savoir que naturellement, le rectum et l'anus sont faits pour contenir des selles plutôt de type 4, c'est-à-dire comme une saucisse ou un serpent, lisse et douce. Quand on s'éloigne de ce caractère de la selle, et ben c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des troubles proctologiques, des pathologies proctologiques. Attention, il faut rechercher également les antécédents du patient et les prises médicamenteuses, car elles orientent vers une constipation secondaire et à ce moment-là, le traitement sera spécifique. Il faudra soit arrêter le traitement, soit revoir sa pathologie sous-jacente. Mais il faut savoir que, par exemple, les pathologies neurologiques et puis diabétiques, etc., sur le plan pratique, c'est difficile de corriger. Attention, également, il faudra rechercher les signes d'alarme, à savoir l'âge supérieur à 50 ans, la présence de rectorragie, la perte de poids, les antécédents de cancer colorectal ou encore une anémie fébrile. Devant ces signes d'alarme, il faudra faire une coloscopie totale au patient à la recherche d'organicité et je pense au cancer colorectal. L'examen clinique, on va faire un examen de l'abdomen. On peut retrouver un ballonnement abdominal, mais le plus souvent, c'est un examen qui est pauvre. L'examen proctologique, il est très important. On va rechercher la présence d'hémorroïdes, de marisques, de fissures anales. Et puis, le toucher rectal, il est très important. Il doit être doux, sans agresser le patient, dans une atmosphère intime pour que le patient soit mis à l'aise. Il faut qu'il soit en confiance avec vous. Alors, durant ce TR, on va demander, notamment chez le patient, de pousser alors que notre doigt est toujours, introduit. Et à ce moment-là, on va apprécier
la relaxation des sphincters. Chez les patients présentant une constipation terminale, il y aura une tendance à contracter les muscles au lieu de les relâcher. Voilà. Les examens complémentaires, il faut bien retenir ça. Aucun examen complémentaire standard ne doit être réalisé de façon systématique lors de la première consultation. Elle sera réalisée en présence d'un patient qui ne répond pas à un traitement adapté ou l'on suspecte une pathologie organique. D'accord? Donc, c'est inutile d'aller vers des explorations coûteuses et inutiles, c'est contre-productif. Et le patient n'est pas à la recherche de ça. Le patient, il est constipé, il ne veut plus être constipé, tout bêtement. Les examens complémentaires, ça sera du cas par cas. S'il ne répond pas au traitement de première ligne ou si on suspecte une pathologie sous-jacente. On peut s'aider par une formule de numération sanguine. Déjà, la recherche d'une anémie, auquel cas on complétera par une coloscopie. On fera une glycémie à la recherche d'un diabète. Un bilan rénal, il faut savoir que les insuffisants rénaux chroniques ont tendance à faire des constipations chroniques. Un bilan thyroïdien, notamment l'hypothyroïdie, peut être à l'origine d'une constipation. Les hypocalcémies également. Et puis la coloscopie, s'il y a signe d'alarme, s'il n'y a pas de réponse à un traitement bien conduit. Mais ça sera du cas par cas, ça ne sera pas systématique et on ne demandera pas tout de façon systématique. Alors, s'il n'y a rien sur le plan organique, on peut compléter par les explorations fonctionnelles. Bien évidemment, en deuxième intention, si le patient ne répond pas à un traitement bien conduit. Le premier exploration qu'on va réaliser, c'est le temps du transit colique. C'est un examen qui est peu coûteux, c'est un examen facile à réaliser. On demandera au patient d'absorber 10 marqueurs radio-opaques pendant 6 jours à la même heure. Et puis au 7e jour, on fera un ASP, toujours à la même heure de la prise des marqueurs. Et puis on va individualiser 3 zones, le côlon droit, gauche et rectosigmoïde, et on fera le compte de tous les marqueurs radio-opaques. Ça va nous indiquer le temps total du transit colique. S'il est allongé, on parlera d'une constipation de transit. On peut s'aider également par une manométrie anorectale. Là aussi, c'est un examen qui est peu coûteux, qui est facile à réaliser. Elle étudie la sensibilité rectale et les variations de pression au niveau du sphincter anal. Donc, on va essentiellement la sensibilité au niveau du rectum et puis le sphincter anal, est-ce qu'il se contracte bien? Est-ce qu'au contraire, il y a une hypertonie, c'est-à-dire qu'il se contracte plus qu'il ne le faut? Ou au contraire, il est à l'origine d'une incontinence. Donc, c'est un examen qui se réalisera surtout pour les patients qui présentent des signes cliniques de constipation terminale ou encore une incontinence anale, mais ce n'est pas le sujet. Les mesures seront effectuées par une sonde qui est très fine et elle est introduite par l'anus. Je vous ai pris 2 schémas. En haut, le schéma A, c'est la sonde utilisée en manométrie conventionnelle. Avec au bout, on a un ballonnet qu'on va gonfler. La sonde B, c'est celle utilisée en manométrie haute résolution. C'est une technologie plus avancée. Elle a plus de capteurs et donc elle a plus, donc elle étudie mieux les différences de pression. Et surtout, pour l'examinateur, elle est plus simple à manipuler. Dans certains cas, quand on suspecte une anomalie du plancher pelvien, on peut s'aider également par une défricographie. C'est un examen radiologique qui a pour but d'explorer la position et les mouvements des organes pelviens au repos, lors d'un effort de retenue et surtout lors d'efforts de poussée répétés,
devant aboutir à l'évacuation du contenu du rectum. On va introduire, c'est un examen, je vous ai dit, dans une salle de radiologie. On va introduire donc une solution radio-opaque au niveau du rectum. On va faire asseoir le patient sur une sorte de cuvette et on va prendre des clichés radiologiques lors du repos, lors d'efforts de retenue. On va dire au patient de se retenir et on va dire au patient de pousser, comme s'il va à la selle. Et on va prendre des clichés pour apprécier le mécanisme de la défécation. D'accord? S'il y a une descente des organes, s'il y a bien une ouverture de l'angle anorectal, on va apprécier tous ces paramètres. Et à partir de là, on pourra faire le diagnostic de rectocèle ou de l'intusception. Alors, maintenant, on passe à la prise en charge de la constipation. Le but est d'améliorer les symptômes et traiter la cause si elle est mise en évidence. Le traitement de première ligne est prescrit avant d'envisager toute exploration de la constipation isolée. J'insiste, isolée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe d'alarme et qu'il n'y a pas une orientation diagnostique étiologique. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'arrêter la prise de médicaments pouvant être en cause dans la survenue d'une constipation iatrogène. Alors, les règles hygiéno-diététiques. Il faudra s'aider par les conseils d'aide à la défécation. Ils doivent être adaptés individuellement. Premièrement, il faut améliorer la position défécatoire. La meilleure position, c'est celle-là en fait. Le patient a le dos bien droit sur la cuvette, les jambes surélevées, les pieds mis sur une sorte de tabouret ou marchepied par exemple. C'est la meilleure position parce qu'en fait, on va privilégier l'alignement du rectum sur l'anus. Alors qu'ici, on persistera toujours une petite angulation entre le rectum et l'anus. D'accord? Il faudra aussi promouvoir la régularité du réflexe gastro-colique. Typiquement, on ressent le besoin le matin, environ une demi-heure après le petit déjeuner. Il faudra respecter ce besoin. Si on a tendance à se contracter, à ne pas à différer la selle, etc., au fur et à mesure, c'est un facteur qui va aboutir à la constipation. C'est un élément, en fait, qui va aboutir à la constipation. Donc, respecter le besoin. Si on a besoin d'aller à la selle, il faut aller à la selle, tout bêtement. Il faut respecter également des conditions minimum d'hygiène et d'intimité. Les gens, en général, quand ils ont le besoin, par exemple, sur un lieu de travail ou en dehors, je ne sais pas, en sortant dehors, parfois ils se retiennent à cause de ça. Mais le fait de se retenir à répétition en cours, ça va engendrer la constipation. Et puis, également, il est conseillé l'apport de fibres dans l'alimentation. Certains conseillent aux patients constipés de ne pas prendre de féculents. Enfin, les légumes secs, tels que les lentilles, les haricots, c'est faux, c'est très riche, très très riche en fibres. Il faudra en prendre. Par contre, comme ils sont très riches en fibres, ils vont être fermentés au niveau du côlon, c'est ce qui va engendrer des gaz. Donc, chez des patients qui ont des troubles fonctionnels, ça peut être gênant, ils peuvent rapporter un ballonnement abdominal très important et gênant. Donc, c'est par rapport à ça que peut-être on peut ne pas conseiller, mais attention, c'est très riche en fibres. Il ne faut pas les déconseiller pour les gens constipés. Maintenant, si les règles hygiéno-diététiques ne sont pas suffisantes, on peut passer au laxatif. On a une panoplie de laxatifs disponibles sur le marché. Les premiers
prescrits en général en première intention, ce sont les laxatifs osmotiques et les laxatifs de l'Est. Les laxatifs osmotiques, c'est des produits hypertoniques. Ils attirent les liquides dans la lumière intestinale par leur effet osmotique, ce qui est à l'origine de leur effet laxatif. Les laxatifs de l'Est, on appelle aussi les mucilages. Quant à eux, c'est des fibres solubles ou insolubles. Donc, c'est par rapport au caractère de ces fibres, c'est-à-dire la viscosité et la capacité de retenir l'eau, le gonflement et la fermentabilité des matières, c'est ce qui fait leur pouvoir laxatif. Et ça aboutit à l'augmentation du volume et la fréquence des selles et améliore leur consistance. Pour les laxatifs émollients, c'est leur effet lubrifiant qui est mis en marche. C'est grâce à cet effet lubrifiant qu'on arrive à corriger la constipation. Mais il faut savoir, notamment par exemple l'huile de paraffine, il faut savoir que c'est des laxatifs qui sont un peu boudés par les patients parce qu'ils ont un goût très amer. Les laxatifs stimulants, eux, quant à eux, ils ont été déconseillés pendant des années parce qu'ils auraient des effets neuropathiques majeurs. Donc, mais finalement, ces dernières années, on est revenu dessus. Cela dit, on les prescrit en deuxième, voire en troisième position. C'est pas en première intention qu'on prescrit les laxatifs stimulants. Alors, ils inhibent l'absorption d'eau et des électrolytes et stimulent la motricité colique. Mais attention, pris à forte dose, déjà, ils peuvent être à l'origine de dépendance aux laxatifs, il faut savoir ça. Et de deux, ils peuvent être à l'origine de diarrhée profuse. Donc, attention quand vous les prescrivez, vous mettez en général de courte durée, notamment je pense au séné. En général, on peut les prescrire soit les gens les prennent soit par tisane. Déjà, des tisanes en général, c'est de l'automédication, c'est même pas nous qui les prescrivons. Ou alors des comprimés, mais faites attention à ça. Alors, les laxatifs ocaux, ça peut être soit des suppositoires, notamment des suppositoires de glycérine. Donc, ces suppositoires, ils vont diminuer la réabsorption d'eau et surtout, ils vont stimuler les mouvements rectaux. Et de ce fait, le mécanisme, ils vont déclencher le mécanisme défécatoire. Pour les laxatifs, pour d'autres types de laxatifs locaux, c'est les lavements. Ils ramollissent les selles et déclenchent la contraction rectale. Un petit mot sur la rééducation et le traitement physique. Il est destiné essentiellement, voire uniquement, à l'anisme, c'est-à-dire aux dyskinesies, constipation terminale. On va rééduquer notre sphincter pour qu'il se relaxe, se relâche lors de la défécation. Ça peut être fastidieux, ça sera plusieurs séances. Donc, ça sera plusieurs séances. Il faudra bien expliquer le mécanisme de la continence et de la défécation du patient. Il faudra que le patient soit bien coopératif pour espérer de bons résultats. Le traitement chirurgical, quant à lui, heureusement, c'est très rare. Il se posera surtout pour les constipations de transit, très invalidant, mais c'est rare qu'on arrive à cet extrême. Alors, en conclusion, la constipation est un motif de consultation fréquent en médecine générale. Une bonne évaluation clinique est indispensable à la prise en charge thérapeutique. L'exploration biologique et endoscopique n'est pas systématique. Et je vous citerai pour conclure un dogme en proctologie pour définir la constipation. On dit typiquement « est constipé celui qui s'en plaint ». Voilà. Maintenant, je passe à un petit cas clinique. J'espère interactif. Alors, c'est une patiente qui est âgée de 36 ans,
Elle n'a pas d'antécédent pathologique particulier. Et elle se présente à votre consultation pour des difficultés à l'exonération depuis des années. Elle présente 2 à 3 selles dures par semaine. Certaines, elle vous rapporte à demi-mot qu'elle utilise des manœuvres digitales pour pouvoir déféquer. Que faire en première intention? Un bilan biologique, une coloscopie, rassurer la patiente et débuter un traitement symptomatique, ou bien un examen proctologique. Bien sûr, on peut rassurer la patiente, mais tout de même, elle est chez vous en consultation, il faut faire un examen proctologique. D'abord, d'accord, il faut toujours examiner le patient. D'accord, on commencera toujours par examiner le patient et l'examen le plus contributif et le plus pertinent, c'est l'examen proctologique. Alors, à l'examen proctologique, on retrouve une maryse commissurale postérieure, certainement témoin d'une fissure anale cicatrisée antérieure à notre exploration. Le toucher rectal, il retrouve une hypertonie anale. Il n'y a pas de masse palpable, il n'y a pas de descente périnéale lors d'efforts de poussée. Quelle est votre prise en charge? Il peut y avoir plusieurs réponses. Règles hygiéno-diététiques, une coloscopie, une exploration fonctionnelle, laxatif osmotique ou bien laxatifs locaux. Que faites-vous? Alors, d'accord. Alors, dans tous les cas, il faut expliquer les règles hygiéno-diététiques aux patients dans tout type de constipation, même les constipations secondaires. Il faudra expliquer la meilleure manière de déféquer. Je prescrirai des laxatifs locaux, même les laxatifs osmotiques, parce que je vous ai dit qu'en général, la physiopathologie, elle est complexe et intriquée. Il n'y a pas de constipé chronique disto pur, il n'y a pas de constipé de transit pur. C'est souvent sur le plan clinique, sur la pratique, c'est souvent intriqué. Mais je privilégierai quand même les laxatifs locaux parce que, elle rapporte l'utilisation de manœuvres digitales lors de la défécation, ce qui est un élément fort clinique qui est témoin d'une constipation terminale, enfin qui oriente vers une constipation terminale. Et puis, on a au TR une hypertonie anale, c'est-à-dire que le sphincter est très, très contracté au moment de notre TR. Alors voilà. Vous revoyez la patiente à 3 mois. Elle est moyennement, pardon, elle est moyennement satisfaite. Elle présente toujours 3 selles par semaine. Par contre, les recours aux manœuvres digitales sont devenus plus rares. Mais il persiste des efforts de poussée néanmoins. Alors, quelle exploration préconisez-vous? Une coloscopie, un bilan biologique, une manométrie anorectale, un temps de transit colique. Vous pouvez choisir plusieurs examens ou un seul, comme vous voulez. Alors, coloscopie, a priori, moi, je ne la ferai pas parce que c'est une jeune patiente. Le bilan biologique, je n'ai pas de notion de pathologie précise.
Donc, pas grande pertinence. En général, on est déçu par le bilan biologique. En général, on ne retrouve rien. Le plus souvent, on ne retrouve rien. C'est rare qu'on tombe sur quelque chose. De ma vie, une seule fois, j'ai demandé un bilan thyroïdien, il y avait une hypothyroïdie. Une seule fois. Alors que la constipation, c'est mon quotidien, pour vous dire. Le temps du transit colique, on peut l'utiliser, pourquoi pas, mais le plus pertinent, ça sera la manométrie anorectale. C'est l'examen qui va mesurer et qui va nous orienter sur le mécanisme du sphincter, de nos sphincters. D'accord? On va évaluer nos sphincters. Est-ce qu'ils se contractent là où, quand il faut, ou est-ce qu'ils se relaxent, ils se relâchent, pardon, quand il faut. Voilà. Le plus pertinent, ce sera la manométrie anorectale pour la constipation terminale. Alors, la manométrie en faveur d'un anisme. Je vous ai dit, l'anisme, c'est la dyskinésie. C'est la contraction des sphincters anaux au moment de pousser. Quand le patient pousse pour déféquer, eh ben, il y a fermeture de l'anus. C'est ce qui va gêner la progression et la défécation. Et sur le plan thérapeutique, on a proposé des séances de rééducation à notre patiente. C'est ce qui peut le plus souvent nous donner de bons résultats. Voilà. C'est le traitement le plus spécifique, on va dire. En plus de la règle hygiéno-diététique et des laxatifs. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à la constipation. En plus, c'est le ramadan. Normalement, il y a beaucoup de constipation en ce moment. Alors, pas trop de questions. Non, a priori, non. Il n'y a pas de contre-indication à la prescription de laxatif. Il faut faire juste attention aux laxatifs stimulants. Il ne faudra pas donner une forte dose sur longue durée. Comme je vous l'ai dit, ils peuvent être à l'origine de diarrhée profuse et puis ils peuvent être à l'origine de dépendance. C'est-à-dire que les patients auront toujours besoin de leur dose de laxatif pour aller déféquer. Or, le patient veut une qualité de vie quand même le plus normal possible. Pardon, je sais pas. Bah, c'est les laxatifs locaux. Si on n'a pas de... pardon, pas le laxatif locaux, pardon, je m'excuse. C'est les laxatifs osmotiques, les laxatifs mucilage, en plus des règles hygiéno-diététiques, bien évidemment. Si réellement on a fait une manométrie, on a fait un temps transit et tout est correct, ça veut dire que c'est une constipation fonctionnelle. Donc, on traitera symptomatiquement. En première intention par des laxatifs osmotiques et les laxatifs de mucilage, en fait les fibres.
Donc, je pense que, je sais pas, qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper. Est-ce que c'est une question? Non, je pense que non. Alors, je vous remercie. Sahaf Tolkom.